Les procureurs du Québec sonnent l'alarme. À cause des dernières coupes budgétaires et des multiples départs, le système de justice du Québec repose maintenant sur 760 professionnels, comparé à 808 en 2024. Au centre du Québec, c'est 62 des procureurs qui disent parfois devoir abandonner ou ne pas poursuivre des dossiers par manque de ressources. Le système de justice actuellement fonctionne à bout de bras à cause des procureurs qui le tiennent, des différents acteurs également, les greffiers, les juges, alors qu'on a des procureurs qui ne veulent pas laisser aller leur dossier, qui veulent que les victimes soient bien accompagnées et qui font tout en leur pouvoir. Mais ce qu'ils vous disent aujourd'hui, c'est on fait tout ce qu'on peut, mais on n'y arrive pas. Ce manque de personnel impacte le temps du processus des dossiers, mais aussi les peines reçues par les criminels. Moins qu'il y a de procureurs, plus les dossiers sont lents et plus à la fin, ben, on a de la misère aussi à procéder dans les dossiers et aussi à faire condamner la personne parce qu'on arrive un matin, s'il y a trop de dossiers sur le rôle, ben, il va falloir à un moment donné en régler. Et c'est ça que les procureurs vous disent, c'est qu'on est obligé de régler des dossiers pour des peines moindres que ce qu'on aurait donné auparavant parce que si on le fait pas, ben, le dossier va tout simplement tomber. Les gens ne restent plus longtemps dedans. Ils ressortent rapidement dehors, fait que ça peut être très inquiétant. Pour les personnes qui sont victimes de toutes sortes de choses dans notre société, c'est un passage des fois qui permet à la personne de s'aider dans son rétablissement puis d'aller de l'avant par la suite. Déjà qu'il y a beaucoup de victimes qui sont réfractaires à justement porter plainte selon le crime parce qu'ils ne savent pas combien de temps ça a duré. Les procès, ça peut être vraiment long, mais le fait de savoir que, hey, mais si je porte plainte maintenant, la personne, elle va juste être poursuivie dans 5 ans, c'est pas super motivant de le faire. Il y a beaucoup de personnes qui risquent de baisser les bras. C'est là aussi le problème, c'est qu'un dossier peut prendre plusieurs mois avant qu'il puisse être analysé par le procureur. Et à ce moment-là, ben, la victime, elle attend, elle stresse et elle peut se désengager de ce système de justice-là. Selon les chiffres donnés par l'association, 79 des procureurs sondés au Québec estiment la charge de travail actuelle accroître les risques d'erreur. Il faut que je me pose la question, est-ce que j'ai suffisamment de ressources? Et on nous demande de se la poser. Est-ce qu'on peut mener à bien cette poursuite-là? Est-ce que c'est assez grave dans certaines circonstances pour y aller? Quand il y a un dossier avec une victime, on doit le prioriser. Maintenant, ça, c'est beau sur papier, mais quand on arrive à la cour et on est dans une salle de cour, il y a 3 dossiers qui doivent procéder. Les 3 dossiers, il y a des victimes, on fait quoi? Ça n'a pas de bon sens de dire à une victime, moi, je te priorise versus elle ou je te priorise pas parce que ton crime est moins grave. Pour elle, cette victime-là, elle a porté plainte et son crime est grave, là. Le cabinet du ministre de la Justice a réagi dans une déclaration écrite qu'ils ont à cœur l'accompagnement des victimes et qu'ils désirent un DPCP fort et indispensable. C'est pour cette raison que les budgets octroyés au DPCP ont d'ailleurs été augmenté de 35 depuis 2020. Ce cri du cœur a pour but de faire réagir le futur premier ministre qui sera élu le 12 avril prochain. À Trois-Rivières, Maxime Dany pour Nouveau Info. Le réaménagement de l'autoroute 55 figure parmi les priorités du ministère des Transports. Après le tronçon de 7 km terminé l'an dernier, la section entre Bécancour et Sainte-Eulalie sera en chantier jusqu'à la fin de 2029. Les appels d'offres devraient être lancés dans les prochains mois pour la première étape, soit la construction d'un échangeur à Saint-Célestin. Par ailleurs, un demi-échangeur en complément d'un pont d'étagement est l'option retenue dans le secteur du chemin forêt à Bécancour. Le 1er juillet, les commerçants qui vendent des jeux de société devront se conformer à la loi 96. Concrètement, les jeux uniquement en anglais devront être retirés des tablettes s'il n'existe pas de version française en magasin, sous peine d'amende allant de 3 000 à 30 000 $. Moi, je vais perdre des ventes, peut-être à cause de la grosseur de mon entreprise. Je vais peut-être réussir à passer, mais des petits commerces qui vont fermer, là, j'ai pas assez de doigts. Il y a des produits là, qui sont majoritairement là, intéressants et populaires auprès de notre clientèle qu'on va devoir cesser de vendre là, s'il n'y a pas de rétractation du côté de la loi. Ça représente quel pourcentage de votre inventaire? Certaines occasions, 35 à certaines autres occasions, 45 Même si les jeux uniquement en anglais sont retirés des étagères, ils seront toujours disponibles en ligne, ce qui pourrait représenter une perte de vente pour les commerçants d'ici. Mais si moi, on m'interdit de vous le vendre à vous, Frédéric, je ne veux pas que vous l'achetiez par Internet. Ce que le gouvernement dit, c'est que ce produit-là, c'est pas bon que vous ayez ça entre les mains. Alors moi, je veux la police des colis, là. Je veux pas que vous l'achetiez ailleurs. Si on a fait le choix de les rentrer en version anglaise, c'est qu'on juge que c'est nécessaire là, pour notre clientèle, justement, qui a un besoin à combler de ce côté-là. Quand j'ai signé pour le local à Trois-Rivières, puis à Québec, le temps de pied, c'était parce que j'entrevoyais que j'allais vendre ces produits-là. Là, aujourd'hui, du jour au lendemain, là, moi,
J'ai ce 8000 pieds-là de produits que je dois enlever. Et je ne remplace pas ça demain matin par 8000 pieds de produits qui vont me rapporter 45 % de mon chiffre d'affaires. La plupart des jeux sont d'abord conçus en anglais et leur traduction engendre des coûts supplémentaires. C'est pourquoi la version française coûte souvent plus cher. Par exemple, le jeu Flip 7, qui a été là, vraiment le jeu le plus populaire au courant de l'année dernière, qu'on a reçu à prime abord en première livraison en version française, qui s'est vendu très, très, très rapidement. Le fournisseur a malheureusement là, manqué de stock. On a donc dû se tourner vers la version anglaise du produit, justement, pour répondre aux besoins de la clientèle à plus petit coût. En plus, on a vendu beaucoup plus de copies de la version anglaise. C'est un cri du cœur parce qu'il a peur d'avoir une amende. Puis à un moment donné, moi, je suis là pour répondre aux besoins de ma clientèle. Si j'ai pas de clients, j'ai pas de raison d'exister. Une pétition cumulant plus de 13 000 signatures est présentement disponible sur le site de l'Assemblée nationale pour exclure les jeux de société de l'application de la loi. On doit protéger notre langue française. Je suis pour ça à 150 %. Mais je pense que de régler un problème puis d'en créer 14, des fois, je suis moins pour. La pétition comprend les jeux de société, les passe-temps, mais aussi les produits liés aux loisirs culturels. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. Depuis 10 ans, l'organisme Inouï, anciennement les ateliers Speech, utilise la création musicale pour aider les jeunes des différentes écoles secondaires de Montréal et de la Mauricie, dont ici, à l'école secondaire Les Pionniers. Pour souligner les 10 ans de l'organisme, on vient de lancer un album anniversaire auquel prennent part des jeunes de la région. Moi, je serai milliardaire. Je veux voir tourner le monde sur mes doigts comme une balle de basket. Moi, je serai... Inouï, c'est un organisme à but non lucratif qui, depuis maintenant 10 ans, offre des programmes de création musicale dans les écoles à des jeunes qui vivent des situations d'inadaptation scolaire ou psychosociale. Donc, en gros, on a développé une approche éducative par la création musicale qui leur permet de créer leurs propres pièces, entourées d'artistes, d'intervenants musicaux, de producteurs, puis de gens qui les accompagnent dans cette démarche créative-là. Non, mais moi, j'ai une idée là-dessus. T'as une idée de parole? Ouais, regardez. Parfait. Ça serait quel style de musique? Tu veux partir avec quel style? En ta tête, ça sonne comment? Les gars, qu'est-ce que le programme Inouï vous a apporté sur le point de vue personnel? Avant, j'étais pas trop... je n'étais pas quelqu'un qui était social. Mais avec Inouï, j'ai appris à parler... Avant, je parlais pas français. Ici, on était obligé d'écrire des chansons en français. Donc, forcément, ça m'a aidé à bien parler, à bien communiquer avec les autres. Et toi, tu es un ancien du programme. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, je dirais à m'intégrer. C'est précieux. Et vous avez collaboré avec Clairel pour composer une chanson. Comment vous avez vécu l'expérience cette année? C'était quand même incroyable, genre, d'avoir... on se connaissait pas avant, mais genre, d'avoir la même vision à peu près, je pense. D'avoir le même état d'esprit aussi. Et la chanson a été créée par Clairel et on a pu, genre... écrit quelques paroles et après il a rédigé le texte et puis après on a posé des couplets dessus. Je vais créer de la musique qui inspire de l'amour, de la joie que je pourrais donner à travers mes chansons. Et qu'est-ce que tu as observé au fil des ans chez les jeunes qui prennent part au programme? Beaucoup de choses. La liste pourrait être longue, mais je pense que ce qui ressort le plus, c'est que le fait d'écrire ses propres chansons, ça se passe dans un contexte où il n'y a pas de bonne réponse. Quand on crée, la réponse est celle qui représente le plus notre vérité, celle qui vient de l'intérieur. Puis je pense que ça libère les jeunes. Je pense que ça leur permet d'aller puiser dans leur vécu, dans leurs émotions, dans leurs ressentis, puis que ça, c'est sain dans le développement positif des adolescents. C'est moi qui aime le roi, la meilleure version de moi-même, c'est celle que tu vois devant toi. Lancé sous l'étiquette Bravo Musique, on pourra entendre différents artistes établis en collaboration avec les jeunes, dont Mike Lee et Nicolas Ouellette, qui est ambassadeur de l'organisme. À Trois-Rivières, Marie-Ève Campeau, pour Nouveau Info. La relève du patinage de vitesse courte piste débarque à Trois-Rivières ce week-end. Plus de 200 athlètes de 13 à 15 ans de partout dans la province vont s'affronter au championnat québécois, une étape déterminante vers les équipes élites. Les Olympiens Antoine-Gélina Beaulieu et Florence Brunel seront sur place pour encourager les jeunes et leurs familles. Ce sera aussi l'occasion de rendre hommage à l'officiel de renom Michel Dumont, qui va conclure sa carrière à la maison après une carrière internationale remarquable.